Bonjour. Bonjour, docteur Fred. Ça va? Bonjour. Ça va, et toi? Bonjour On tout est le bien, monde. grâce à Dieu. Ça a démarré, c'est bon. Ok, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Au nom, bonsoir à tous et à toutes. Au nom de l'université, je vous souhaite la bienvenue. Donc, on est là cet après-midi pour assister à la soutenance de l'étudiant Michelet Jean-Gilles, dont le mémoire est titré Vulnérabilité sociale et accès aux services humanitaires des déplacés internes à Jacmel de 2023 à 2025. Donc, au nom, alors moi-même en tant que président du jury, avec le docteur Fred Selimed, l'encadreur, et le docteur Christophe, le rapporteur, je déclare ouverte la séance, cette séance de soutenance. Du coup, je vais passer la parole au candidat pour pouvoir présenter oralement ses résultats. Monsieur Michelet Jean-Gilles, je t'accorde 10 minutes au maximum pour présenter ton travail de recherche. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Voilà. Madame, Messieurs les membres du jury, Docteur Fred Selimed, en votre qualité de directeur de ce mémoire, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre présence pour la soutenance de ce mémoire de licence en sociologie du développement intitulé Vulnérabilité sociale et accès aux services humanitaires des personnes déplacées internes à Jacmel de 2023 à 2025. Ma présentation, Monsieur le Président, s'articule autour de 4 axes. Premièrement, la problématique, la question de recherche et l'hypothèse. Deuxièmement, la méthodologie et les choix qui l'ont guidé. Troisièmement, les résultats obtenus au terme de l'enquête de terrain. Et enfin, la conclusion et les perspectives que cette recherche ouvre. Passons rapidement à la problématique. Monsieur le Président, depuis plusieurs années, Haïti traverse une crise multidimensionnelle marquée par la détérioration de la situation sécuritaire, l'expansion des groupes armés, l'instabilité socio-politique et l'affaiblissement des institutions publiques. Cette crise a provoqué une vague sans précédent de déplacements forcés. Selon l'OIM, le nombre de personnes déplacées internes en Haïti a dépassé 1 400 000 à la fin de l'année 2025. Jacmel, comme étant chef-lieu du département du Sud-Est, est devenu une importante zone d'accueil pour les populations fuyant l'insécurité de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ces déplacements s'accompagnent d'une dégradation généralisée des conditions de vie, accès à l'eau potable, aux soins de santé, à l'éducation et à la sécurité alimentaire, qui deviennent des défis quotidiens pour des milliers de familles contraintes de tout recommencer ailleurs. C'est dans ce contexte, Monsieur le Président, que s'inscrit notre recherche menée entre 2023 et 2025. Cette situation nous a conduit à poser la question centrale suivante. Dans quelle mesure la vulnérabilité sociale des personnes déplacées internes à Jacmel limite-t-elle leur accès aux services humanitaires essentiels? Pour répondre à cette question, nous nous sommes fixés 4 objectifs spécifiques. Okay? Premier objectif, Monsieur le Président, c'est d'examiner les services humanitaires disponibles et les obstacles à leur accès. Deuxièmement, évaluer le niveau de vulnérabilité, disons le niveau de satisfaction des PDI à l'égard de l'aide reçue.
Et enfin, formuler des recommandations pour répondre, disons, pour renforcer l'efficacité des interventions humanitaires. Monsieur le Président, pour construire notre cadre logique, notre cadre d'analyse, disons, nous nous sommes appuyés sur 4 approches théoriques complémentaires. La théorie des capitaux de Bourdieu, qui montre comment la perte des capitaux économiques, sociaux et culturels fragilise les individus déplacés. L'approche du capital social de Bittman, qui souligne le rôle des réseaux et de la confiance dans la résilience communautaire. L'approche institutionnelle de Weber, qui met en évidence le rôle des institutions dans l'accès aux services essentiels. Et enfin, la théorie de la résilience de Masten, qui interroge la capacité des individus à s'adapter face à l'adversité. Venons-en maintenant au deuxième axe, Monsieur le Président, la méthodologie, c'est-à-dire le choix qui ont guidé la réalisation de cette recherche. Monsieur le Président, nous avons opté pour une recherche mixte dans le cadre de notre travail, combinant méthodes quantitatives et qualitatives afin de pouvoir bénéficier à la fois de la rigueur analytique des données chiffrées et de la richesse descriptive des témoignages. Sur le plan quantitatif, un questionnaire structuré a été administré aux personnes déplacées installées à Jacmel, portant sur leurs caractéristiques sociodémographiques, leurs conditions de déplacement et leur accès aux services de base. Sur le plan qualitatif, des entretiens semi-directifs ont été menés auprès des représentants des 3 institutions publiques et d'organisations humanitaires afin de mieux comprendre les expériences vécues par les personnes déplacées et les perceptions des acteurs impliqués dans la réponse humanitaire. Monsieur le Président, le terrain de cette étude est la commune de Jacmel, chef-lieu du Sud-Est, qui s'est imposée comme une zone d'accueil majeure pour les PDI depuis l'aggravation de la crise de Port-au-Prince. Notre échantillon a été constitué selon une méthode non probabiliste fondée sur la disponibilité et l'accessibilité des répondants, une approche courante lorsqu'on étudie des populations mobiles et difficiles à recenser. Cette recherche comporte naturellement des limites, Monsieur le Président. Des limites qu'il convient d'assumer avec rigueur scientifique. L'échantillonnage non probabiliste ne permet pas vraiment de généraliser nos résultats à l'ensemble des PDI en Haïti, surtout à Jacmel. Et toute enquête sociale comporte un risque de subjectivité lié aux perceptions des participants. Nous avons néanmoins veillé au respect des principes éthiques fondamentaux, comme par exemple le consentement libre et éclairé, l'anonymat des participants, utilisation des données à des fins strictement académiques et respect de la dignité humaine. J'en viens à présent, Monsieur le Président, au 3e axe, celui des résultats obtenus au terme de notre enquête de terrain. Notre échantillon, Monsieur le Président, comme vous le voyez, est équilibré entre hommes et femmes à part égale, puisque nous avons enquêté 50 participants à raison de 25 femmes et 25 hommes. La tranche d'âge de 31 à 45 ans domine largement avec la moitié des enquêtés. Ce constat est important car il montre que le déplacement touche en priorité les adultes socialement et économiquement actifs, ce qui fragilise directement la capacité productive des ménages. Les personnes interrogées, Monsieur le Président, viennent des différentes zones de Port-au-Prince, Gressier, La Saline, Cité-Soleil, Cafoufeuille, en tête de liste. Concernant les conditions de vie, Monsieur le Président, 60% des ménages déplacés sont hébergés par des familles d'accueil qui partagent avec eux des ressources déjà limitées. S'agissant de l'accès de l'aide humanitaire, 76% des personnes enquêtées déclarent avoir bénéficié d'une forme d'assistance
depuis leur arrivée à Jacmel. Mais ce chiffre encourageant cache une réalité préoccupante car près d'un quart des enquêtés, soit 24%, n'ont reçu aucune aide malgré leur situation de vulnérabilité. Lorsqu'on regarde la nature de l'aide reçue, Monsieur le Président, les transferts monétaires arrivent en tête de liste, comme vous le voyez, en tête de liste, avec, disons, 82%, suivi de l'aide alimentaire à 66%, bien sûr. En revanche, les services de protection et de soutien psychosocial demeurent nettement plus limités avec respectivement 40% et seulement 18%. Cette répartition révèle de l'aide qui se concentre normalement sur l'urgence immédiate au détriment des interventions favorisant la résilience à long terme. Cela se traduit directement dans les niveaux de satisfaction. Seuls 20% des bénéficiaires se disent satisfaits, tandis que la moitié se déclare peu satisfaits faute de montants et de fréquences suffisants. Monsieur le Président, j'aborde enfin le quatrième et dernier axe, qui est la conclusion et les perspectives. Au terme de cette étude, notre hypothèse de départ est confirmée. Le niveau élevé de vulnérabilité sociale constitue effectivement un facteur déterminant qui limite l'accès des personnes déplacées internes aux services humanitaires à Jacmel. Les femmes, les enfants, les personnes âgées et les ménages monoparentaux apparaissent comme les catégories les plus exposées. Si l'aide humanitaire apportée par des institutions et pas mal d'autres améliore réellement les conditions de vie des populations déplacées, elle demeure insuffisante face à l'ampleur des besoins. Sur cette base, nous formulons quatre principales recommandations. Renforcer les mécanismes de protection sociale, améliorer la coordination entre les institutions et les organisations humanitaires, développer des programmes d'autonomisation économique et surtout dépasser une logique d'assistance centrée exclusivement sur l'urgence pour promouvoir des interventions durables. En définitive, Monsieur le Président, la problématique des déplacements internes à Jacmel constitue un enjeu majeur de développement humain, de cohésion sociale, et de gouvernance. Seule une approche intégrée combinant assistance, protection, inclusion sociale et renforcement de la résilience permettra bien sûr aux personnes déplacées internes de reconstruire durablement les moyens d'existence et de retrouver leur dignité tout en respectant le principe d'honorable. Je vous remercie, Monsieur le Président, de votre attention et me tiens à présent à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Merci, Michelet Jean-Gilles. Alors, je te félicite pour ta présentation. Sans tarder, je vais passer la parole au docteur Christophe Providence pour pouvoir critiquer l'œuvre. Docteur Providence, vous avez la main. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue Fred Selimène pour son courage et son encadrement. Je sens que l'étudiant, il était très pressé. Il a fait beaucoup d'économies, beaucoup d'économies de mots. Bon, on le félicite pour son exposé. Je trouve que le travail, il aurait pu élaborer davantage, puisque je trouve qu'il a matière vraiment, en tout cas, il avait de quoi faire vraiment un travail un peu plus poussé. Bon, on reconnaît que c'est généralement les étudiants, et peut-être l'encadreur va nous en parler de tout ça. Il y a des étudiants qui aiment bien se réveiller tardivement avant de se mettre sérieusement au travail. Bon, on verra tout à l'heure s'il est de cette catégorie-là, mais je trouve qu'il a fait très vite, très très vite. Bon, et puis pourtant il y a des éléments intéressants dans son texte qui auraient pu être développés davantage pour permettre au lecteur de bien comprendre ce qu'il voulait démontrer.
Je commence par quelques remarques et à chaque fois, je vais essayer, en tout cas, d'indiquer d'une certaine manière là où on peut retrouver ces éléments-là pour permettre à l'étudiant de se retrouver et de peaufiner son travail par la suite. Bon, alors déjà, je reconnais l'effort de l'étudiant à, en tout cas, respecter le canevas de l'IUS. Mais c'est comme la loi, hein, dès qu'on quand on respecte, il faut respecter jusqu'au bout. Hein, et sinon, on sera toujours embêté. En ce sens, oui, l'étudiant a fait des efforts, mais sa page de couverture, il a mis, par exemple, le logo aligné à gauche. Ce n'est pas du tout ce qui est demandé. Et puis, il y a, si on veut, quelques éléments d'erreur. OK. Bon, j'invite l'étudiant à regarder ça. Au niveau de la pagination de son document, il s'est permis de mettre la numérotation, pardon, en bas, alors que dans le canevas, on a indiqué clairement là où les numéros devraient se situer. Donc, j'invite l'étudiant à ne pas inventer et à se mettre à appliquer ce que l'IUS exige, ce qu'on attend de lui. Donc, je vois bien qu'il y a un effort vraiment réel pour, par exemple, faire les citations. J'ai apprécié, hein, vraiment. On sent qu'il y a un effort et c'est là aussi, je me demande est-ce qu'il ne pouvait pas mieux étoffer son travail parce qu'il y a quand même une revue de littérature assez intéressante, mais quand même, j'invite l'étudiant à vérifier les informations parce que il me semble, dans certaines références institutionnelles, il y a c'est incomplète, ou du moins, il y a lieu de vérifier est-ce que ça correspond exactement à la référence. Donc, j'invite l'étudiant à faire attention. Dans son texte, il y a quelques fautes, il y a des fautes. Hein, bon, par exemple, il change de pied à chaque fois dans les remerciements et dédicaces. Tantôt, il parle de nous, tantôt, il parle de je, etc. Donc, j'invite l'étudiant, encore une fois, à relire son travail et à choisir une posture unique. Nous ne sommes pas des danseurs, hein, au niveau de la science. On ne danse pas, on n'aime pas les danseurs d'ailleurs. On aime la musique, hein, toutefois, mais on n'aime pas les danseurs. Et puis, j'invite l'étudiant à reprendre le résumé parce que je trouve qu'il faut explicitement ajouter les principaux résultats chiffrés. Par exemple, accès à l'aide, type d'assistance, niveau de satisfaction, etc. Parce que le résumé doit permettre au lecteur de comprendre tout ce qui a été fait et comment le travail a su apporter en tout cas, une modeste contribution à la connaissance. Bon, au niveau de son introduction, moi, j'invite l'étudiant à faire attention. Hein, et il avance des chiffres. D'accord, je me demande est-ce que déjà c'est pas bien documenté, il faut préciser les sources. Hein. Par exemple, l'étudiant met dans son introduction 1,4 million de personnes déplacées, hein, à la fin de 2025. Bon, il faut éviter de prendre pour acquis tout ce que les bêtiseurs de ce pays racontent. Hein, et s'il y a une source, oui, mais s'il n'y en a pas, il mieux vaut être plus prudent et ne pas donner de chiffres exacts à ce moment-là. Au niveau du cadre théorique, c'est vrai qu'il a mobilisé certains auteurs, certaines théories intéressantes, notamment théorie des capitaux, théorie du capital social, de l'institution, de résilience, pardon,
Mais moi, ce qu'on dit, on demande aux étudiants, d'ailleurs, c'est un aspect, d'ailleurs, il aurait pu étoffer plus son travail. Il faut éviter simplement de présenter les auteurs, de les juxtaposer comme quoi on met ça, un tel, un tel, un tel, un tel. Non. Pour chaque théorie, il faut pouvoir explicitement montrer en quoi ça va être mobilisé sur le terrain par rapport à ce qui t'intéresse. Donc, l'étudiant doit se positionner à chaque fois. D'accord? Donc, je pense qu'à ce moment-là, un ou deux paragraphes à chaque fois pour montrer la pertinence de tes choix, ça aurait été un plus dans ton travail. Donc, pareil, tu as mobilisé un certain nombre de notions, déplacement interne, vulnérabilité sociale, action humanitaire, d'accord? Mais à chaque fois, tu n'as pas fait en réalité, tu n'as même pas tenté d'articuler les trois dans l'analyse. Il faut articuler, puisque ce sont les notions de base. Il faut même dans ton analyse, et là on est à la page 5, il faut montrer le lien entre ces trois notions de base. Et à ce moment-là, on aurait pu comprendre, par exemple, le déplacement produit de la vulnérabilité, d'accord? Et la vulnérabilité limite l'accès effectif à l'aide. Vraiment, il faut toujours être dans la démonstration. Bon, on a apprécié le contexte national, le petit développement que tu as fait, etc. Mais il faut aussi intégrer quelques données actualisées sur les flux de déplacement vers le sud-est. Et je ne sais pas mais je pense qu'il y a des institutions, je n'ai pas fait d'enquête moi-même, mais il doit y avoir des institutions produisant des données chiffrées sur ces déplacements-là vers le sud-est. Bon, parce que là, c'est comme si tu t'appuies sur sur tes croyances, sur tes ressentis. OK? Bon, sur le plan méthodologique, maintenant, il y a des éléments de précision à apporter parce que tu annonces un questionnaire administré à 50 personnes, d'accord, à la page 7. Pourtant, le chapitre 3, dans ton chapitre 3, tu indiques que l'analyse qualitative porte sur 20 enquêtés à la page 12. Ensuite, les tableaux, 5, 7, tu mets n'importe quoi comme. Donc, il faut harmoniser. Si tu as interrogé un nombre de personnes, normalement, ça doit se retrouver dans les tableaux partout la même chose. Donc, je t'invite à éviter, à enlever ces contradictions parce que ça ne permet pas à quelqu'un de bien situer ton travail. Donc, tu as annoncé pour cela un échantillonnage non probabiliste, on est d'accord, par rapport au contexte, OK, mais tu n'as pas donné de précision sur les critères de choix des répondants. Sur quels critères? Comment tu as sélectionné cet échantillon? Donc, il faut être précis. Est-ce que tu as eu, par exemple, le consentement des personnes interrogées, puisqu'on est dans des situations un peu difficiles. Donc voilà, il faut montrer la diversité des profils. Donc je t'invite à renforcer cet aspect-là dans ton travail pour vraiment l'améliorer. Tu as présenté Jacmel à la page 8, mais tu es resté sur un point de vue géographique, administratif, etc. Il faut des éléments directement liés à ton sujet. Parce que finalement, si tu présentes Jacmel, on est d'accord pour ces aspects-là, mais tu ne peux pas t'arrêter là. Tu dois véritablement montrer
des éléments hein, propres à ton sujet, par exemple, capacité d'accueil, les quartiers où résident les personnes déplacées, les acteurs humanitaires présents, hein, rôle de la mairie, etc., etc., même du bien-être social. Donc, les organisations partenaires, etc., il faut vraiment, dans la présentation, développer cet aspect-là. OK? Bon, tu as parlé des conditions de vie également, une section sur les conditions de vie, mais il faut t'appuyer davantage sur, quand tu parles des conditions de vie, sur l'analyse des données, en donnant des exemples concrets. Hein? Tu peux, pour cela, tu as fait des entretiens et récupérer quelques extraits. C'est pour ça que j'ai dit que tu as fait un travail vite fait en bon paresseux, parce qu'il y a lieu de développer alors que tu t'es contenté du strict minimum. Pour tes tableaux, je t'invite à vérifier, comme je l'avais dit déjà, les contradictions. Je t'invite vraiment à vérifier tout ça. Et puis, pour chaque tableau, je t'invite vraiment à bien interpréter, parce qu'on dit analyse et interprétation. C'est très, très important, l'interprétation. C'est l'interprétation qui permet de contextualiser les données. De dire, par exemple, qu'on a, par exemple, 20% qui ne seraient pas satisfaits, par exemple, mais, eh bien, voici leur réalité, et dans un tel contexte, etc., etc. C'est à ce moment-là on analyse des écarts. On interprète les écarts également. D'accord? Donc, tu as des tableaux, je trouve que c'est lisible et c'est à ton avantage. Tu as respecté les critères de présentation des illustrations dans un texte. C'est vrai, mais il faut renforcer l'interprétation des données. Même si, encore une fois, il y a tellement il y a par moment beaucoup d'incohérences ou de contradictions. Hein? Je t'invite vraiment à faire en sorte, voilà. Et puis, par exemple, à la page 17, tableau 8, tu parles d'intervention institutionnelle. Bon, c'est intéressant. On a dit, OK, il y a des informations. OK. Mais il faut expliquer comment les chiffres ont été obtenus. Comment tu as fait pour aboutir à ces données-là? Tu les as trouvés où? Hein? Par exemple, les volumes de 10 000 à 15 000 ménages. Hein? Bon, est-ce que, je ne sais pas moi, quelles sont les références? Parce que dans un travail de recherche, on n'annonce pas les choses pour les annoncer. Ça ne peut pas tomber du ciel. Ça vient quelque part et à ce moment-là, il faut vraiment clairement indiquer les sources. Hein? Parce que ça, vraiment, 15 000, et ça dépasse largement l'échantillon. Je me demande d'où ça vient. Hein? Pareil pour l'analyse qualitative, puisque tu as fait à la fois quantitative, qualitative. Quantitative, à chaque fois, il faut justifier, il faut aussi référencer analyse et interprétation. Il ne faut pas oublier. Analyse qualitative, bon, il faut renforcer parce que tu as collecté des données. Les gens t'ont parlé. Tu peux faire, par exemple, une synthèse de tout ce qui ressort des entretiens et à partir de là, tu peux utiliser des extraits, puis analyser et commenter les extraits. Ce n'est pas seulement les données chiffrées qui peuvent être analysées et commentées. Non, on peut présenter le verbatim de ce que les autres ont dit pour pouvoir analyser et interpréter par la suite. Voilà, bon, pour la bibliographie, je t'invite à vraiment vérifier les références institutionnelles et à uniformiser quand même, parce que même si tu as fait un effort, mais il y a toujours des problèmes. Hein, et donc, il faut aussi vérifier les références citées. Est-ce que tout ce qui est cité dans le corps du texte apparaît clairement? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments
cités, alors des éléments qui n'ont pas été cités dans le corps du texte et pourtant qui se trouvent dans ta bibliographie, je t'invite à faire attention et à préparer une version acceptable dans ce domaine. Bon. Alors, au niveau de en tout cas de la table des matières, je pense que tu dois vérifier, parce qu'il y a des éléments qui ne ressortent pas. Hein. Je t'invite à faire attention, à vérifier est-ce que tu as bien pris en compte tous les éléments, d'accord, pour avoir, parce qu'il me semble qu'il y a des erreurs, hein, il me semble. Hein, et donc, merci de vérifier tes titres. En plus, quand je dis vérifier tes titres, je te rappelle qu'un titre annonce un contenu. Hein? Un titre annonce un contenu. Là, quand tu as des titres génériques comme dans ton travail, là, c'est un peu embêtant. C'est embêtant. Par exemple, chapitre 1, cadre théorique et conceptuel. Bon, ça veut dire que tu n'annonces rien. Tu n'annonces rien. Section 1, cadre théorique et analytique. Bon. Hein? Et puis section 2, cadre conceptuel. Non, il faut revoir tes titres parce que ce que tu développes, en réalité, c'est ton sujet. Le plus grand titre que tu as, c'est ton sujet. C'est ce titre-là que tu vas développer. Donc, tous les autres titres, titre de chapitre, etc., il y a une hiérarchisation et tout doit renvoyer à ton travail. Donc, je t'invite à voir tout ça avec ton directeur de mémoire parce que ça dérange et le lecteur ne pourra pas comprendre. Bon, j'aurai quelques questions, hein, vite fait, pour ne pas être trop long et te permettre de répondre. Tu parles de vulnérabilité sociale, hein, et tu parles d'accès, hein, en tout cas aux services humanitaires, hein, des personnes déplacées. Parmi les vulnérabilités économiques, sociales, parmi ces vulnérabilités-là, économiques, sociales, institutionnelles, voire psychologiques, laquelle vous paraît plus déterminante à Jacmel? Et pourquoi? Première question, je ne veux pas aller trop vite. J'espère que tu notes. Allô? C'est bon pour la première question? Tu as bien noté? Oui, monsieur le président, c'est bien. D'accord, tu as noté, d'accord. Deuxième question, alors je reprends quand même. Parmi les vulnérabilités économiques, sociales, institutionnelles et psychologiques, laquelle te paraît plus déterminante à Jacmel et pourquoi? Ça, c'est la première question. La deuxième question, ça porte sur la confusion, hein, dans ton texte, sur ton, en tout cas, dans ta méthodologie. Peux-tu clarifier l'échantillon pour nous, réellement, hein, l'échantillon réellement utilisé, et explique-nous comment les données ont-elles été collectées, traitées et analysées? Hein? Peux-tu clarifier ton échantillon, d'accord, et nous expliquer comment les données ont été collectées, traitées et analysées? Une dernière question pour Laoud. À partir de tes résultats, quelles sont les 3 mesures, parle-nous en tout cas, 3 mesures prioritaires que les autorités locales et les organisations humanitaires pourraient adopter afin d'améliorer l'accès, hein, l'accès des personnes, bien entendu, déplacées aux services essentiels à Jacmel. Voici, Monsieur le Président, mes commentaires, remarques et questions.
Et voilà, donc j'attends les réponses de l'étudiant. Merci. Merci, docteur Providence, pour tes questions et observations. Donc, je pense que elles sont vraiment indiscutables. Donc, moi-même, j'ai lu le travail de l'étudiant et Jean-Gilles. Donc, c'est les remarques que vous avez faites. Ce sont des remarques qui sont vraiment à prendre en compte. Donc, surtout en ce qui a trait au titre. Le titre du premier chapitre, c'est un titre vraiment universel. Donc, l'étudiant doit chercher à trouver des titres spécifiques qui reflètent maintenant les idées qu'il évoque dans le chapitre, dans les sections ou les sous-sections. Donc, maintenant, je vais passer, je pense que l'étudiant a noté les observations et questions. Donc, je vais passer la parole à l'encadreur, le docteur Fred Selimène, pour pouvoir partager avec nous son expérience avec l'étudiant relativement à cette très bonne collaboration. Docteur Fred, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci à Michelet. Merci au rapporteur qui a souligné des points essentiels. Et effectivement, je préfère laisser, bien entendu, le temps à l'étudiant pour qu'il réponde aux questions pertinentes qui ont été posées. Il y a eu des questions importantes qui ont été posées, auxquelles tu dois répondre. Mais je dois dire que son exposé oral a été, à mon sens, correct. On l'a bien compris. Et l'étudiant, et ça a été souligné, a donné de bonnes références. Il y a eu des références. Comme reproche, je lui dirais de relire un petit peu mieux son document et puis de regarder les sections entre les chapitres et les sections, il y a un chapeau, mais entre les sections et les paragraphes, il y a aussi un chapeau. Donc, il ne faut pas commencer avec une section 1, grand 1. Non, il y a un chapeau pour que ton lecteur sache ce qu'il va trouver dans cette section-là. Que va-t-il trouver? Mais tu dois avoir un esprit de synthèse qui puisse dire à ton lecteur en 4 lignes, 5 lignes, en 4-5 lignes, ton lecteur lit le chapeau, il sait ce qu'il va trouver dans cette section-là. Tu vois? Donc, le chapeau est fondamental pour aider le lecteur. Parce qu'on dit souvent, et on le répète souvent, vous n'écrivez pas pour vous. Vous n'écrivez pas pour vous. Et vous écrivez pour qu'on vous lise. Autrement dit, pour les autres. C'est pour qu'on vous lise. Ça veut dire que pour les autres. Mais ce n'est pas pour qu'on vous lise. Ce n'est pas pour les autres. Donc, quand on vous lit, quand vous savez que vous faites le travail pour les autres, vous devez le soigner. C'est bien, tu as fait de gros efforts de respect. Michelet, tu as fait de gros efforts de respect des règles de présentation que l'on exige. Tu as fait de gros efforts, mais encore quelques petites choses à régler. D'accord? Voilà un peu ce que je dis. Mais globalement, le cheminement avec Michelet a été plus que correct. Il répondait aux demandes régulières que lui faisait. Eh bien, il était toujours soucieux à améliorer ce qu'on lui demandait d'améliorer. Ce qui est un bon signe quand un intellectuel prend en compte des critiques, des remarques. C'est très important intellectuellement. Voilà, Monsieur le Président, je laisse l'étudiant répondre aux remarques et aux questions fort pertinentes qui lui ont été posées précédemment. Merci, Dr. Fred. Je vais t'accorder la parole, Monsieur Michelet Jean-Gilles, pour pouvoir répondre aux préoccupations de ton rapporteur, le docteur Christophe Providence. Donc, tu as la main, tu as la parole pour pouvoir satisfaire aux exigences, aux questions maintenant de ton rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Docteur Providence, pour les questions.
Donc, la première question était parmi les vulnérabilités identifiées, laquelle est la plus déterminante? Laquelle est la plus déterminante? En fait, à partir des résultats de mon enquête, la vulnérabilité économique me paraît la plus déterminante. En effet, disons, la majorité des personnes déplacées ont perdu leurs sources de revenus suite à le déplacement. D'accord? Cette situation affecte disons, directement leur capacité à se nourrir, à payer le logement, tout ça, à accéder aux soins de santé et même à se déplacer pour rechercher de l'aide humanitaire. Donc, les autres formes de vulnérabilité, notamment sociale et psychologique, disons, sont également importantes, mais la précarité économique constitue souvent, disons, le premier obstacle qui aggrave les autres difficultés. Donc, pour moi, la plus pertinente, c'est la vulnérabilité économique. La deuxième question, c'est est-ce que je peux clarifier l'échantillon utilisé et expliquer comment les données ont été collectées, traitées et analysées. Mon étude, comme je viens de le mentionner, a utilisé un échantillonnage non probabiliste basé sur la disponibilité des enquêtés ou sur la disponibilité des répondants. Donc, pour la partie quantitative, j'ai administré des questionnaires auprès de 50 personnes déplacées internes vivant à Jacmel. Donc, il y a des personnes qui vivent jusqu'à présent à Watapana, ok? Là où j'ai choisi 15 participants. Il y a Monchil 1, Monchil 2. J'ai fait choix de 10 participants. Il y a Sainte-Hélène, 15 participants. Il y a Sans-Kilote, 10 participants. D'accord? Et disons... Excuse-moi. Écoute bien. Quand tu dis à tel endroit, ça ne justifie pas. D'accord? Il faut dans ton texte justifier. Tu n'as pas ce souci-là. Alors que le lecteur, certes, tu as choisi 10 personnes à Sainte-Hélène. Pourquoi? Sur quels critères? Comment tu as fait pour choisir ces personnes-là? Donc, il faut détailler pour que le lecteur puisse comprendre. D'accord? C'est ce que je suis en train de te dire. Et puis, dans ton texte, tantôt, tu as, même dans tes tableaux, hein, ça ne donne pas toujours le même nombre de personnes. Hein. Donc, je t'invite à faire attention. OK? Voilà. Oui, j'ai pris bonne note et je vais le corriger. D'accord? Pas de problème. Okay. Et ensuite, les questionnaires, elles ont été classées, codifiées et traitées sous forme de tableaux de pourcentage pour l'analyse quantitative. Donc, les données, disons, qualitatives ont été analysées par thème afin, disons, d'identifier les principales formes de vulnérabilité et les difficultés d'accès aux services humanitaires. Okay. Pour la troisième question... N'oublie pas d'utiliser les témoignages des gens. Tu fais une synthèse, un tableau de synthèse des données qualitatives et à ce moment-là, le jargon des personnes peuvent être ajoutés, puis analysés et interprétés dans ton texte. D'accord? Donc ça, c'est important de penser à faire ça. En fait, et pour la troisième question, c'est bien à partir de mes résultats, j'ai proposé 3 mesures prioritaires. Premièrement, c'est de mettre en place, disons, un système d'enregistrement et de suivi des personnes déplacées afin de mieux identifier les bénéficiaires et réduire les risques d'exclusion. Donc ça, c'est très important parce que souvent de fois, les institutions humanitaires ont tendance à disons, traiter les personnes de n'importe quelle façon sans respecter les principes clés humanitaires, à savoir l'humanité, l'impartialité, la neutralité, tout ça. Donc, il y a un autre principe clé qui est le Dunuham, c'est de l'épanouir, c'est un principe humanitaire qui guide toute action humanitaire
c'est inscrit dans le livre Sphère. OK? Le livre Sphère, c'est le livre qui guide toutes les actions humanitaires. Donc, deuxièmement, c'est de renforcer la coordination entre les autorités locales et les organisations humanitaires. Okay? Pour améliorer la couverture des besoins et pour aussi éviter les doublons dans l'assistance. Par exemple, j'étais dans la zone des 100 km, une localité qui s'est située à Jacmel. Donc, il y a pas mal d'institutions qui se sont intervenues dans la même localité et vous voyez, donc les mêmes bénéficiaires qui touchent à partir du plan international Haïti, par exemple, ce sont les mêmes bénéficiaires qui touchent à partir d'une autre institution. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait une certaine coordination entre les acteurs humanitaires afin d'éviter des doublons. Et troisièmement, c'est de développer des programmes d'autonomisation économique. D'accord? Et quand j'ai dit des programmes d'autonomisation économique, comme je l'ai dit dans mon travail, donc il ne faut pas faire des choses éphémères, des choses temporaires, des choses futiles. Il faut faire des choses des durables. Il faut contribuer normalement au développement durable. D'accord? Donc, au lieu de donner 15 000 gouttes, 20 000 gouttes à une personne, donc elle mange aujourd'hui et demain, elle a encore faim. Donc, mieux vaut cette institution-là et fasse, disons, quelque chose de durable. Par exemple, investir dans la formation des jeunes, par exemple, c'est quelque chose de durable. OK? Donc, je pense que ces mesures permettraient normalement d'améliorer durablement l'accès de ces personnes déplacées aux services essentiels tout en respectant leur résilience. Les questions doivent te permettre de renforcer ton travail. J'espère que tu l'as bien compris. OK? Donc, j'espère que tu vas, dans ton texte, vraiment clarifier ces aspects-là en termes de recommandations. Merci, Monsieur le Président. D'accord. Monsieur Jean-Gel, OK, je te félicite pour avoir répondu aux questions du rapporteur. Donc, je souhaite qu'avant le dépôt définitif de ton travail, que tu revoies avec ton directeur de mémoire maintenant ces éléments, parce que tu ne vas pas pouvoir, avec, comment dirais-je, et ces défauts-là, déposer ton travail de recherche, surtout et concernant cette question de pertinence dont a fait mention le rapporteur, et surtout la question des titres universels. Il faut revoir, parce que c'est important. Ton travail va te refléter et c'est aussi l'image de ton directeur ou de ton encadreur. Il faut revoir. Maintenant, c'est presque la fin, mais avant de partir, je vais te passer la parole pour les mots de la fin. Et Michel Jean-Gilles. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour terminer? Ah oui, Monsieur le Président, vous m'entendez? Oui, je t'entends. Avant de terminer, je voudrais adresser mes sincères remerciements à tous les membres du jury pour le temps qu'ils ont consacré à l'évaluation de ce travail, pour leur attention soutenue, ainsi que pour leurs remarques et recommandations pertinentes qui contribueront bien sûr à améliorer la qualité de mon travail. Donc, j'exprime une reconnaissance toute particulière à mon directeur de mémoire, le Dr Fred Célimène, puisque tout au long de ce parcours, il m'a accompagné avec beaucoup d'exigences, de rigueur et de professionnalisme. Donc, je dois reconnaître que par moments, j'ai trouvé sa manière d'encadrer très rigide. Cependant, avec le recul, je comprends que cette rigueur n'était pas une difficulté, mais plutôt une véritable marque d'engagement envers ma réussite. Et c'est grâce à ces exigences, à ces critiques constructives et à sa confiance que j'ai pu produire un travail plus solide et développer vraiment une plus grande discipline dans la recherche scientifique. Donc, docteur Célimène, je vous remercie sincèrement pour votre patience,
votre disponibilité et votre accompagnement tout au long de cette étude. Votre encadrement restera pour moi une source d'inspiration dans la poursuite de mon parcours académique et professionnel. Je remercie également ma famille, mes collègues, mes amis et toutes les personnes qui m'ont soutenu et encouragé dans cette aventure universitaire. Pour conclure, Merci. Donc, j'espère que ce travail pourra modestement contribuer à une meilleure compréhension de la vulnérabilité des personnes déplacées internes en Haïti et inspirer des actions en faveur d'une réponse humanitaire plus efficace, plus inclusive et plus durable. Merci beaucoup. D'accord. Maintenant, je vais passer la parole au Dr Fred Zilimen pour ses mots de la fin. Dr Fred, auriez-vous quelques mots à dire avant de partir? Non, juste pour dire à Michelet, mais en fait, ça à tous les étudiants, c'est que l'effort permanent, régulier, on paye toujours, on arrive toujours à quelque chose. Au lieu de baisser les bras dès les premières remarques, dès les premières critiques, dès qu'on a la volonté d'avancer, bon, on arrive toujours à quelque chose. Je ne sais pas si on va arriver à la perfection, d'ailleurs, qui n'existe pas, mais on arrive à quelque chose. Donc c'est ça, il faut continuer comme ça, pas seulement pour avoir un master, une licence, mais pour aller plus loin, et même dans la vie professionnelle ou dans la vie tout court, l'effort régulier, soutenu, sans jamais lâcher, il y a des résultats. La phrase, le travail paye toujours, tôt ou tard. Ce qu'il faut retenir, c'est le tôt ou tard. Donc, il ne faut pas être pressé. Allez, merci, Monsieur le Président. Merci, Dr Fred. Et Docteur Présidence, est-ce que vous n'auriez pas quelque chose à dire avant de partir? Non, c'est bon, puisqu'il y a d'autres soutenances. Merci. Merci bien. Donc, mesdames, messieurs, étant à la fin des échanges, donc je remercie l'encadreur, le docteur Fred Zilimen, pour son bon encadrement. Et je remercie le docteur Providence et le rapporteur pour ses questions et observations. Je remercie le public pour sa présence et son intérêt. Donc, on ne va pas procéder, comme d'ordinaire, à la délibération immédiate. Des résultats seront communiqués à l'étudiant par les autorités compétentes, voire les voies officielles. Donc, ainsi, j'ai déclaré lever cette séance de soutenance. Merci à tout le monde.